Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous font l'honneur d'arriver un petit peu en avance. On va laisser un petit peu de temps aux collègues pour se connecter et on pourra commencer. Bonjour Caroline, vous m'entendez? Alors, je vous entends. Je vois que ma caméra n'a pas l'air de fonctionner. C'est Tout mal à fait, foutu. on vous entend mais on ne vous voit pas. Très bien, bon. Ça... Ah, ça va marcher. Et ça y est, on vous voit. Parfait, Super. très bien. Eh bien, tout roule. On va juste attendre 2-3 minutes puisque le nombre de participants continue à augmenter petit à petit et on pourra commencer. Parfait. Merci. Caroline, je vous propose qu'on commence puisque le nombre de participants est en train de s'élever et qu'il est l'heure. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Jeudis de l'expérience usagée, la dernière séance avant la pause estivale et que l'on se retrouve tous le 15 septembre prochain. On termine l'année des Jeudis de l'expérience usagée avec un site d'exception au niveau national et mondial, puisqu'on va parler d'un symbole de la France avec le château de Versailles, qui est un des lieux culturels recevant le plus de public. Et justement, ça a amené le château de Versailles à développer un observatoire permanent des publics et on remercie toute l'équipe de la mission Expérience Usagée, remercie chaleureusement Caroline Gaillard qui est responsable des études à la direction du développement culturel du Château de Versailles de venir nous expliquer tous les outils qui ont été mis en place par le Château de Versailles pour mieux connaître les publics, leurs origines, leurs attentes, leur parcours, afin d'améliorer et de rendre inoubliable leur expérience de visite. Donc, ça va être passionnant.
Toute l'heure de ce jeudi de l'expérience usagée est consacrée à la présentation de la démarche du château de Versailles. Donc, Caroline va nous présenter dans un premier temps le dispositif. On aura un temps d'échange, puis elle nous représentera quelques éléments d'approfondissement et on pourra à nouveau échanger. À cet égard, comme vous le savez, vos micros, vos vidéos sont coupés, mais le chat est ouvert et vous êtes bien évidemment invités à poser toutes les questions qui vous passent par la tête en l'écoutant sur le chat et je m'en ferai votre porte-parole. Caroline, la parole est à vous et merci de votre présence. Merci Marcel pour votre invitation. Merci à la DITP d'avoir convié le château de Versailles à s'exprimer. Alors d'abord, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, tout va bien, parfait. Donc on va, pour commencer, juste quelques petites dates sur la slide suivante. Pardon, alors du coup, n'ayant pas la main sur les slides, parfait. Donc le château de Versailles, c'est presque 400 ans d'histoire pour transformer un petit relais de chasse en un musée qui a un statut d'établissement public connu dans le monde entier. Je ne vais pas vous noyer sous des dates d'historique, mais pour prendre conscience de ce qu'est vraiment le château de Versailles aujourd'hui, pareil, slide suivante, juste un tout petit récap. Le château de Versailles aujourd'hui, c'est non seulement le château que vous connaissez tous, la Galerie des Glaces, qui est présente dans tous les imaginaires, mais c'est aussi d'autres lieux, les châteaux des Trianons, le Grand et le Petit Trianon, qui forment le domaine de Trianon. Et entre le château et le domaine de Trianon, un jardin, bien sûr, et un grand parc. Donc tout ça s'étend sur plus de 800 hectares et attire un public nombreux. 2 chiffres pour commencer à rentrer dans notre problématique d'accueil des publics. En 2019, l'établissement public de Versailles, c'était 8,2 millions de visites. Mot-clé important, on va en reparler d'ici quelques instants. 2,5 millions en 2021, ce qui est honorable dans le contexte que nous avons connu, mais qui représentait néanmoins, comme partout ailleurs, une baisse importante par rapport à notre année de référence qui va rester 2019. Nous sommes organisés en différentes directions. Nous avons une filiale qui se charge de l'activité spectacle. Les autres directions se répartissent entre les missions d'accueil, de surveillance, de conservation. J'interviens, moi, au sein de la direction du développement culturel, donc la direction dirigée par Denis Verdimagno, et je suis en charge dans cette direction des outils de connaissance des publics, que ce soit, alors du coup, donc, en volume ou en profil. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui d'organiser cette présentation en 2 angles. D'une part, comment à Versailles étudie-t-on les flux de fréquentation et quelles sont les conclusions qu'on tire de tout ça, comment est-ce qu'on adapte nos dispositifs d'accueil. Et ce qui vous intéresse aussi plus aujourd'hui, comment à Versailles étudie-t-on les profils des visiteurs et de la même manière, quelles leçons en tire-t-on dans notre activité de tous les jours. Donc ce sera vraiment les 2 grandes parties de cette intervention. Je vais essayer de me tenir au planning qui a été donné. Donc nous allons faire 20 minutes pour chaque partie, avec un petit temps de questions. Ça va donc être un rythme un peu soutenu, mais je vais essayer d'être claire malgré tout. Donc première partie, on va regarder tous nos outils de suivi de la fréquentation. Une petite slide suivante avec l'évolution de notre fréquentation sur un peu plus de 10 ans. Vous voyez qu'on était grosso modo dans une tendance ascendante, plus 36% depuis 2010, entre 2010 et 2019, et que bien sûr, comme tous les sites, on a été impacté par la crise Covid à compter de 2020. Cette slide, juste pour illustrer le fait que la fréquentation du château de Versailles est impactée par différents facteurs. Bien sûr, notre programmation, mais aussi, vous comprendrez pourquoi dans la deuxième partie, tout ce qui peut être crise à un niveau local ou à un niveau international, et souvent plus international. 2 années de baisse. Ah, pardonnez-moi, j'allais rester un tout petit peu plus longtemps, merci. 2 années de baisse en 2015-2016, bien sûr, les années d'attentat.
mais ce sont des années sur lesquelles on a eu aussi des contextes un petit peu particuliers. Par exemple, avec des années d'élection aux États-Unis, on sait que ça impacte toujours notre cible américaine. On a eu, sur la première partie de ces années-là, on a eu nos publics japonais qui ont également fortement baissé en raison d'un contexte sur le sol japonais un peu compliqué. Donc on se situe dans un environnement international. On est également impacté par des événementiels plus locaux. Vous allez me dire, d'accord, mais en 2018-2019, vous aviez les gilets jaunes. Comment se fait-il qu'on ne voit pas forcément de baisse à Versailles sur ces années-là? Eh bien, nous n'étions pas dans Paris, et donc nous, sur les journées de gilets jaunes, au final, on avait des touristes qui fuyaient le centre de Paris et qui venaient du coup sur un lieu perçu comme un petit peu plus sûr du point de vue des visites. Donc nous, curieusement, sur cette période-là, les samedis, nous avions des augmentations par rapport aux périodes précédentes. Donc tout ça pour dire que le contexte chez nous varie beaucoup en fonction d'éléments qui nous échappent et qui ne dépendent pas exclusivement de notre fréquentation et de notre programmation. Juste pour regarder dans le détail comment on fonctionne, vous voyez, donc slide suivante, depuis tout à l'heure, je m'exprime en nombre de visites. Nous ne sommes pas en visiteurs quand nous exprimons la fréquentation de Versailles, c'est-à-dire qu'un visiteur chez nous peut faire la visite du château de Versailles, donc ça représente une entrée dans le château de Versailles. Il peut aussi aller sur le domaine de Trianon et ça représentera à nouveau une entrée au niveau des châteaux de Trianon. Pourquoi fait-on ça? Parce que nous avons des billets qui donnent accès uniquement au château de Versailles, des billets qui donnent accès uniquement au château de Trianon, mais on a aussi des billets qui sont des billets dits passeports, qui donnent accès à la fois au château de Versailles et au domaine de Trianon. Donc on préfère analyser notre fréquentation en visite. Ça ne nous empêche pas de croiser ces informations avec le nombre de billets vendus, bien sûr. Donc là, pour l'année 2021, vous avez ce chiffre qui est mis en perspective du nombre de visites. Vous voyez aussi qu'on vous a ajouté sur cette slide-là les tendances de fréquentation comparées à 2020, mais aussi à 2019, selon les espaces. Et donc, j'attire également votre attention sur une petite chose quand on regarde des évolutions de fréquentation. Vous voyez que pour 2020, c'est étrange, nous avons au niveau des Trianon plus 31% par rapport à 2020, et au niveau des spectacles, plus 96% par rapport à 2020 en 2021. Attention, les bases de calcul n'étaient pas exactement les mêmes. Par rapport à 2020, nous avons programmé beaucoup plus de journées de spectacle, et par rapport à 2020, les Trianon ont été un peu plus facilement ouverts en 2021. Donc la base de calcul n'est pas exactement identique. Voilà, donc juste pour garder ça en tête. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on s'est posé la question, donc, quelle est votre méthode pour comptabiliser votre fréquentation, on peut se demander quels sont vos outils, à partir de quoi travaillez-vous. On va évoquer ça dans la slide suivante. Donc non seulement on a nos données de billetterie, bien sûr, mais on essaye de suivre le comportement des visiteurs, donc le nombre de personnes qui entrent dans les châteaux. Pour ça, on a différentes technologies, on a testé différentes technologies. Donc vous avez les dalles de comptage, les tapis de comptage automatique. Ce sont des outils qui sont très facilement déployables, notamment dans un site comme le nôtre, qui est un site fragile, qui est un site patrimonial, qui n'est pas forcément équipé d'accès électrique sur tous les points d'entrée. Donc ça, très adapté sur des sites un petit peu plus compliqués d'un point de vue architectural. En revanche, attention, une difficulté si sur vos entrées vous avez des piétinements. Ça va être des outils qui vont être soumis à l'usure dès lors que vous avez des flux compacts de public qui piétinent. Le faisceau infrarouge, c'est un petit dispositif, un petit bloc qui fonctionne en duo en général et qui va venir mesurer un passage dès lors qu'une personne vient couper le faisceau infrarouge, qui est un faisceau invisible. Chez nous, on les positionne au niveau des portiques sécurité. Très pratique parce que là encore, facilement déployable. Le capteur infrarouge permet d'envoyer ces données via une technologie par onde, donc pas besoin d'avoir un Ethernet directement sur le lieu
de comptage. Petite difficulté, il faut qu'une personne seulement passe à la fois, sinon votre comptage commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc ça s'adapte sur des zones sur lesquelles la largeur de passage est relativement étroite, plus compliqué si votre parcours de visite est beaucoup plus large ou si vos flux sont très concentrés. Les caméras de comptage sont des technologies qui se sont déployées dans les sites de ces dernières années et qui sont de fait très efficaces. Ça vous permet de traquer des personnes à l'intérieur d'une zone en fonction du paramétrage de la caméra, qui est en fait plus un capteur vidéo est muni d'un algorithme, et l'algorithme va réussir à compter le nombre de personnes qui sont entrées dans une zone. Le seul petit bémol par rapport à ces outils-là, d'une part, ça pose des contraintes d'intégration architecturale un petit peu plus fortes, et puis pour le coup, vous avez absolument besoin d'avoir un accès Ethernet, puisque ces technologies sont alimentées en PoE. Et puis, si jamais vous dites bon, je ne peux pas positionner sur mon site des équipements qui nécessitent une intégration architecturale un peu trop compliquée, je n'ai pas la possibilité d'avoir un accès Ethernet ou un accès électrique de façon aisée, vous avez toujours le bon vieux compteur manuel qui se déploie de fait très facilement, mais qui reposera sur vos agents. Donc, encore faut-il avoir les agents qui soient en mesure de procéder à ce comptage, et si vos flux sont importants, encore faut-il que vos agents ne fatiguent pas en fin de journée. Pour la petite histoire, on a fait des comparaisons entre les différentes technologies. Le compteur manuel avait une marge d'erreur qui grandissait en début d'après-midi après la pause déjeuner et en fin de journée. Voilà. Mais néanmoins, il est déployable très facilement et à un faible coût. Donc on étudie ces différentes technologies. Nous, actuellement, au niveau du château, on croise les données d'infrarouge et de caméras de comptage, en fait, qu'on met également en regard des chiffres de billetterie, de façon à s'assurer qu'on ait une marge d'erreur qui soit acceptable et qu'on soit au plus proche du réel. Bien sûr, ça demande de faire des passages réguliers sur le terrain, de vérifier le bon fonctionnement des outils, de vérifier le comportement des équipes sur place pour s'assurer que vous n'avez pas des biais qui sont créés par un mauvais usage humain, bien souvent. Ou que les conditions restent favorables, par exemple, rien qui obstrue le faisceau infrarouge, une luminosité qui est compatible avec les capteurs vidéo dans le cas de la caméra. Donc ça demande quand même de toujours s'assurer que le dispositif est actif et n'est pas gêné par des éléments qui créeraient des biais qui rendraient votre comptage complètement obsolète. Une fois qu'on a mesuré ces fluides publics, ça nous permet différentes choses. Alors, on va passer à la slide suivante. D'une part, ça va nous permettre de bien dimensionner nos équipements. Donc, par exemple, au niveau des infrastructures, on sait que nos fluides publics se concentrent sur le château. Donc, nos points d'accueil, nos points de renseignement, de contrôle, etc., on va les masser plutôt sur le château de Versailles. Ça va nous permettre également, je passe rapidement là-dessus, c'est pas forcément le cœur de mon propos, mais ça va nous permettre aussi d'avoir un suivi de cette fréquentation au jour près. Donc on va prendre l'exemple de la fréquentation 2019. Vous voyez qu'avec ce suivi par un comptage automatique, on a la fréquentation jour par jour, on est capable d'affirmer qu'on a une fréquentation très différenciée au château de Versailles, avec une période de haute saison, une période de basse saison. Notre but n'étant pas forcément d'avoir cette zone en rouge toute l'année, on va du coup adapter nos comportements. Donc, par exemple, en haute saison, plafonner le nombre de billets, communiquer sur les réseaux sociaux pour avertir les visiteurs que sur certains jours, la fréquentation va être particulièrement soutenue et qu'on va les inviter à reporter leur venue. Ça va être aussi la possibilité, à partir de ces informations, de faire du prévisionnel
et d'avertir sur le site internet en ayant un petit calendrier dès l'accès sur le site pour que le visiteur voit l'affluence prévisionnelle attendue sur la journée qu'il souhaite, pour laquelle il souhaite prendre un billet. Vous voyez aussi que nous programmons nos expositions majeures. Là, par exemple, pour l'année 2019, on avait Louis-Philippe en début d'année qui se finissait, et Revival, qui était la grande exposition de 2019. Vous voyez que ces expositions, on les positionne volontairement en basse saison, de façon à renforcer l'attractivité du site en dehors des périodes de forte fréquentation touristique que constituent les vacances scolaires ou la période estivale. Donc, toute cette lecture de la fréquentation, elle se fait à partir des données de fréquentation, à partir d'échanges entre nos services et les services de l'accueil-surveillance, les services de la conservation, pour essayer chacun à son niveau, et les services de la communication, bien sûr, pour essayer chacun à son niveau de s'adapter à ces réalités et de lisser au maximum le flux. Je n'entre pas dans le détail, mais chaque service, chaque direction, vous serez en mesure de vous donner un panel d'actions mises en place pour lisser au maximum la fréquentation à Versailles. Bon, bien sûr, tout ça, c'est valable sur une année normale. 2020-2021, on a connu des réalités un peu différentes. On a également une lecture qui nous permet de gérer la fréquentation sur un niveau plutôt hebdomadaire. Par exemple, en ayant cette analyse plus fine de notre fréquentation, on savait qu'on objective en tous les cas le fait que nos jours de fréquentation en temps habituel, nos jours de plus forte fréquentation étaient bien sûr le week-end, qui correspond à des courts séjours sur la région parisienne, mais aussi le mardi, sur lesquels des sites majeurs comme le Louvre ou Pompidou étaient fermés. Bien sûr, ça signifie que du point de vue de la direction de l'accueil et de la surveillance ou du point de vue de la direction du développement culturel, il faut dimensionner les équipes de façon à concentrer la présence des agents présents sur le terrain sur les journées de plus forte fréquentation. Voilà. Autre petit changement, et du coup je passe à la slide suivante, petit changement qui est arrivé avec la crise, mais qui est important chez nous en termes de gestion de l'affluence de notre public. Jusqu'en 2019, il n'y avait pas d'eurodatage chez nous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les visiteurs se présentaient à Versailles avec un billet potentiellement, mais sans créneau d'entrée. Et donc, ça générait potentiellement sur les journées les plus compliquées jusqu'à 3 heures de temps d'attente à l'entrée individuelle. À partir de 2020, on a systématisé, au moment de la réouverture, le principe de réservation horaire pour tous les visiteurs, ce qui permet de garantir une entrée sous 30 minutes. On est sur un volume d'à peu près 1200 à 1500 billets vendus par heure, avec la possibilité quand même d'ajuster selon les moments de la journée, en fonction de l'affluence. Voilà. Le fait de suivre la fréquentation, ça nous permet aussi de voir quels sont les créneaux les plus fréquentés et de mettre ça en parallèle de la même manière avec les données de billetterie et les données de scan, pour voir si on retrouve bien les flux prévus au moment prévu sur le terrain. Et il est 13h21. Et vous êtes une orfèvre du timing. Félicitations Caroline et un grand merci. Alors pour l'instant, on a une première question. Moi, j'en ai d'autres par la suite à vous poser, mais évidemment, vous pouvez en temps réel les écrire sur le chat et Caroline y répondra. Donc, on a une première question d'Alice Vessier qui vous demande, pour les billets passeport, est-ce que vous comptez 1 ou 2 visites? Alors, pour les billets passeport, on ne compte pas d'office 1 ou 2 visites. Le visiteur a la possibilité de voir le château de Versailles, il a la possibilité de voir les Trianons. Il n'ira pas forcément voir les Trianons en fonction de son état de fatigue, en fonction du temps qui lui reste, etc. Donc vraiment,
on comptabilise au réel le nombre d'entrées. Et après, on peut croiser effectivement avec les données de scan pour voir si, en moyenne, les visiteurs avec un billet passeport ont fait plus proche de 1,5 visites ou plus proche de 1,8 visites par billet. Ouais. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse, mais on ne compte pas de facto un billet passeport égale 2 visites. On ne fait pas ça. Ça me semble très clair, mais Alice est en train de réagir. En attendant, moi j'avais 2 autres questions à vous poser. La première, alors je ne sais pas si c'est pertinent pour le cas du château de Versailles, mais plusieurs musées en France développent des offres hors horaires d'ouverture, plus premium, qui permettent d'avoir des recettes plus élevées avec des contributeurs, des visites spécifiques, etc. Si tel était le cas au château de Versailles, je pense je crois que c'est possible dans différents sites, mais pas forcément dans le château cœur. Est-ce que c'est comptabilisé dans vos chiffres de fréquentation et le cas échéant, quelle proportion ça représente? Ça, c'est ma première question. Alors, la proportion, je ne vais pas l'avoir en tête. C'est effectivement une offre qui existe chez nous en visite guidée sur une offre qui est vraiment une offre plus prestige. On va mettre à disposition un conférencier hors horaire d'ouverture, donc que ce soit sur des journées comme les lundis, ou que ce soit en soirée ou le matin au Trianon, par exemple. C'est une offre qui est en général réservée à un public premium, ou à des entreprises qui souhaiteraient faire un cadeau à des clients ou à des salariés. Ça n'est pas forcément un gros volume en termes de nombre de visites. En revanche, effectivement, c'est une ressource financière un peu plus importante. Merci beaucoup. Par visite, en tous les cas. Et une deuxième question, alors plus anecdotique et très intéressée, mais donc il y a plusieurs points d'entrée avec des flux qui se concentrent, c'est-à-dire qu'un visiteur un peu informé pourrait contourner le flux principal et optimiser son temps d'attente. Alors, un visiteur, alors, oui et non. Oui et non. Non, en 2 temps. D'une part, il y a un point d'entrée pour les visiteurs individuels, donc à l'entrée A. Il y a un point d'entrée pour les visiteurs en groupe ou en visite-conférence. Un visiteur un peu informé, si vraiment il ne souhaite pas attendre 30 minutes, ce qui reste quand même relativement acceptable par rapport à nos 3 heures antenne, pourrait très bien faire le choix de réserver une visite guidée à un horaire fixe et donc de se présenter 10 minutes avant l'horaire de sa visite guidée. Ça lui permettrait d'accéder au château, de voir des espaces qui sont fermés pour le grand public, donc des espaces qui sont ouverts et accessibles uniquement en visite-conférence. Et à l'issue de cette visite conférence, il pourra récupérer ensuite le parcours de visite principale sur les grands appartements. Et j'ai une dernière question avant de vous laisser, à moins que d'autres questions arrivent, reprendre le flux de votre présentation. À l'époque où il pouvait y avoir jusqu'à 3 heures de temps d'attente, est-ce que vous aviez développé des actions pour réduire le temps d'attente perçu, c'est-à-dire une file unique pour qu'il y ait du mouvement permanent, ça j'imagine, mais éventuellement de la transmission d'informations, de l'animation, de la queue, enfin en tout cas, qu'est-ce que vous faisiez pour réduire les insatisfactions, éventuellement les irritations des usagers durant cette attente? Alors, on était plutôt sur des actions de transmission d'informations avec notamment un personnel très présent dans la cour, des renforts estivaux et des volontaires du tourisme également qui étaient présents durant ces périodes-là pour non seulement renseigner le public sur le temps d'attente, bien sûr, mais aussi sur les conditions ensuite de visite à l'intérieur du château et donner des bonnes pratiques. Par exemple, sortir de la file d'attente, en réalité, sortir de la file d'attente à 11 heures, privilégier d'abord une visite côté jardin ou côté Trianon pour revenir ensuite sur les châteaux, sur des périodes en fin d'après-midi moins fréquentées. Donc on était plus sur une incitation à réorganiser sa journée, en fait, pour réduire les irritants.
Très clair, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de vous laisser reprendre le fil de votre présentation. Alors, nous continuons. Donc, on a vu comment on mesure chez nous le nombre de visites effectuées sur les différents sites. Ce qui nous intéressait aussi beaucoup aujourd'hui, et ce qui nous intéresse beaucoup nous au quotidien, c'est d'abord de savoir quels sont les profils de ces visiteurs. Pour cela, donc on l'a dit, on dispose de ce qu'on appelle un observatoire permanent des publics. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2013, qui n'a jamais été interrompu, même si bien sûr il a pu évoluer, certaines questions, certains indicateurs ont apparu, d'autres ont été remplacés au fur et à mesure des années, mais il garde quand même une base stable. Qu'est-ce que c'est qu'un observatoire permanent des publics? C'est une enquête quantitative. Nous avons fait le choix de maintenir une enquête in situ. Il est possible maintenant de faire des baromètres plutôt par courriel. Voilà. On a fait le choix de garder l'in situ pour l'instant. C'est un budget que nous maintenons et qui nous semble garantir une meilleure représentativité. Parce que, on le comprendra plus tard, on a certaines problématiques à Versailles, avec notamment des visiteurs qui viennent en groupe, donc pour lesquels nous n'avons pas nécessairement les coordonnées personnelles de chacun, et puis surtout des visiteurs d'origine asiatique qui sont un petit peu moins familiers de la démarche quantitative et qu'on risquerait, nous semble-t-il, de perdre avec un dispositif web. Donc, on a in situ, on essaye d'avoir une représentativité toute l'année, c'est-à-dire que les 240 jours par an sont répartis en fonction de l'affluence attendue. J'ai bien plus de journées d'enquête sur la forte fréquentation, sur les périodes de forte fréquentation, que je n'en ai en plein mois de janvier. 9 langues, on a les principales langues parlées par nos visiteurs qui sont représentées. Bien sûr, ça peut évoluer en fonction des profils qui varieraient d'une année à l'autre, mais pour l'instant, on est sur ces 9 langues-ci. Et on a 2 volets sur notre observatoire. D'une part, on a un volet flash qui permet d'interroger sur 3 questions assez simples. De quel pays sont issus les visiteurs? De quel type de billets ils sont pourvus? Et quel est le contexte de visite? Est-ce qu'ils sont en groupe ou en individuel? Ce qui nous permettait, en l'occurrence, de voir si certains groupes, n'ayant pas eu de réservation pour l'entrée groupe, se rabattaient sur l'entrée individuelle. Donc, ce n'était pas innocent, la question du contexte de visite. On est sur 30 000 personnes interrogées dans l'année. C'est un gros volume sur une enquête comme celle-ci, mais ça nous permet d'avoir des résultats qui se fiabilisent au fur et à mesure, mais qui restent quand même pertinents quand on fait une lecture ponctuelle, hebdomadaire ou mensuelle. Ensuite, on a un volet plus détaillé, avec 3000 personnes interrogées en sortie de visite, et là, on explore en détail le profil, l'expérience de visite, donc les choix qui ont été faits de consommation de services, de parcours suivi ou non, et puis la satisfaction, sur laquelle on interroge pour une vingtaine de critères. Au total, on a 41 questions, donc c'est une enquête qui prend un petit peu plus de temps. Et donc, au vu du volume, on est plutôt sur des résultats qu'on examine au trimestre, voire à l'année, bien sûr, parce que chaque trimestre ayant ses particularités, on construit vraiment la significativité au fur et à mesure du temps. Tout ça nous permet de répondre à une première question, qui est la question de l'origine de nos visiteurs. C'est une question qui nous occupe beaucoup à Versailles, parce que ça a des conséquences, on va le voir. On a un public qui est majoritairement d'origine étrangère. Sur les 43% de visiteurs européens que vous avez là, il faut compter qu'il y a à peu près une moitié de visiteurs français. Tout le reste étant formé par des visiteurs européens limitrophes. Les autres provenances les plus représentées, donc vous voyez le continent américain, donc nord-américain et sud-américain, on est sur à peu près un tiers des publics de Versailles et de Trianon.
première nationalité sur ce continent, les visiteurs américains. On a une histoire particulière avec les États-Unis. On a une société des amis américains qui continue à soutenir des projets de restauration au château de Versailles. On fait vivre également cette amitié franco-américaine avec des expositions. L'exposition Visiteurs de Versailles a été présentée d'abord à Versailles, mais ensuite aux États-Unis. Et puis, on a une image de Versailles qui continue de vivre dans différents médias américains. Ça va de Marie-Antoinette de Coppola jusqu'à la série Versailles, qui était une coproduction plus récemment. Nos visiteurs américains sont des visiteurs qui sont bien souvent des passionnés de la France, francophiles, francophones, bien souvent, et qui sont plus, je dirais, plus spécialistes même de Versailles que nos visiteurs français. Pour la petite anecdote, on avait fait une enquête pour essayer de voir la perception des principales nationalités accueillies, la perception qu'avaient ces nationalités de Versailles. Les Français, quand on leur demandait « qu'est-ce que c'est Versailles pour vous ?» Si on avait un château royal, c'était déjà formidable, alors que les Américains nous citaient des moments particuliers et précis de l'histoire de la résidence. Donc on est vraiment sur un public expert qui vient et qui potentiellement reviendra dans sa vie un petit peu plus tard. Les 25% de public asiatique sont en fait formés par uniquement 3 nationalités, enfin, quasi uniquement 3 nationalités en 2019, à commencer par nos visiteurs chinois. On est sur une clientèle qui découvre la destination, mais qui découvre en réalité la destination Europe. C'est-à-dire qu'on est inclus sur un parcours de plusieurs jours qui ressemble un petit peu à un marathon et sur lesquels ces groupes, parce que c'est quand même plus du groupe organisé, vont venir passer 1 jour et demi, 2 jours sur la destination Paris. Il ne reste à Versailles finalement, enfin il ne restait à Versailles que très peu de temps, 2 heures en moyenne. Ils avaient le temps de faire le parcours principal des grands appartements, de passer par la boutique et de remonter dans leur bus. Donc la lecture des nationalités nous permet de nous adapter aux comportements de visite qui, vous le voyez, peuvent être très différents. On a été bien sûr impacté, comme les autres, par la crise en 2020. Donc juste, je vais passer rapidement, mais voilà ce que c'était en 2019. Voilà ce que donne la répartition par continent en 2021. Et dans le détail, donc vous voyez bien que l'Europe prend un poids prépondérant. Et dans le détail, quand on regarde 2020, donc sur la slide suivante, vous voyez qu'on passe d'une fréquentation, alors 2020, où sur le premier trimestre, les visiteurs chinois avaient déjà commencé à baisser. D'ordinaire, ils étaient sur la 3e marche du podium. Donc on passe d'une fréquentation un peu classique pour nous, avant fermeture, à une fréquentation au moment de la réouverture, concentrée et quasi exclusivement sur notre clientèle européenne, avec un ratio de Français qui s'inverse par rapport à ce qu'on pouvait connaître auparavant. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'il va falloir s'adapter à ces visiteurs étrangers. Donc, de façon assez classique, alors on va passer sur la slide suivante. Bien sûr, ça signifie qu'il faut de la signalétique, de quoi guider nos visiteurs, d'une médiation qui soit adaptée en termes de langue, parfois en termes de présentation d'informations également, mais ça signifie aussi que l'accueil humain doit suivre. Raison pour laquelle, si on passe pareil à la slide suivante, au niveau du recrutement, on va avoir un recrutement de nos vacataires au niveau accueil qui inclut la pratique de plusieurs langues étrangères, dont l'anglais. Et même pour nos vacataires responsables de l'accueil et de la sécurité, dans leur session de formation, on inclut 1 heure de formation concernant les publics, où on leur explique les comportements des visiteurs et où on leur donne des bonnes pratiques pour réagir aux comportements des uns et des autres et pour comprendre pourquoi les comportements par nationalité peuvent être différents, de façon à ce qu'ils puissent anticiper ces comportements, à ce qu'ils puissent s'y adapter et avoir les bons réflexes.
au-delà d'appliquer les consignes de sécurité, incendie, Vigipirate, etc., pour lesquelles ils sont experts et pour lesquels ils ont été recrutés. Donc on a vraiment à cœur de former notre personnel. Là, je suis restée sur les vacataires, mais on a également des parcours qui sont disponibles toute l'année, des parcours les jeudis de l'accueil pour notre personnel permanent, pendant lesquels on explore pendant une journée toutes les problématiques liées aux différences culturelles, la bonne manière d'accueillir les visiteurs, les informations les plus à jour sur les profils de nos publics, comprendre également comment est-ce qu'on peut maximiser l'expérience client, l'expérience visiteur. Au-delà de l'accueil sur place, le fait de suivre les nationalités, ça nous permet aussi d'avoir une programmation stratégique. Bon, petite visualisation, même si bien sûr la feuille de route change tout le temps. On participe à des salons du tourisme au niveau international qui ciblent des professionnels du tourisme sur lesquels on avance avec notamment Atout France ou avec le CRT. Le fait de cibler une destination ou une autre se fait en fonction de la présence et de l'évolution des différentes provenances sur les années qui viennent de s'écouler. Donc on est aussi en lien étroit avec le secteur de l'information et de la vente pour pouvoir leur donner les éléments clés pour qu'eux programment ensuite leur présence ou non sur des salons dans le monde entier. Au-delà des informations de provenance, l'OPP nous permet aussi d'avoir des informations de profil. Donc, vous vous doutez bien qu'avec une quarantaine de questions, j'ai beaucoup d'informations. Je vous ai fait sur la slide suivante une petite mise en valeur de quelques informations à valeur d'illustration. L'OPP nous permet d'avoir l'âge de nos visiteurs, nous permet de savoir quel est le contexte de visite. Donc, par exemple, le fait de savoir qu'on a un tiers de nos visiteurs qui sont en famille va permettre d'avoir une programmation qui n'oublie pas le jeune public. On va avoir également la possibilité de voir les CSP, donc après d'avoir sur notre grille tarifaire, par exemple en boutique, d'avoir des produits qui soient accessibles aussi avec des étudiants qui ont peut-être un plus faible pouvoir d'achat. Mais surtout, vous voyez qu'on étudie le taux de primo-visiteurs. Le taux de primo-visiteurs, c'est donc le taux de visiteurs qui découvrent Versailles pour la première fois. Ils ne connaissent rien du château, ou presque. Ils vont avoir de fait un grand besoin d'information et d'accompagnement. Vous voyez que ce taux il baisse en 2021 parce que bien sûr les Français sont plus nombreux et les Français sont plus fortement repeaters, c'est-à-dire ils sont plus nombreux à venir et à revenir sur notre site. Là où pour un public international long courrier par exemple, la visite à Versailles ne se produira peut-être qu'une seule fois dans la vie de ces personnes. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça ? Donc, slide suivante, ça signifie que on va, au niveau de notre dispositif, non seulement avoir la billetterie, les caisses dont je vous parlais tout à l'heure, mais on ne va pas négliger le fait d'avoir un accueil humain polyglotte sur tous les points possibles du parcours, notamment bien sûr à l'arrivée, d'avoir, on en parlait tout à l'heure, des volontaires du tourisme qui vont permettre d'orienter des visiteurs qui, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français, sont bien souvent en besoin de repères. Notre site internet, on va veiller à ce qu'il soit multilingue et on s'est également doté d'un centre de contact où, là encore, l'accueil va être multilingue de façon à ce que tous les visiteurs puissent être orientés correctement en amont et pendant leur visite. Autre illustration de l'intérêt de l'OPP d'un point de vue stratégique. Slide suivante, l'Observatoire des publics permet d'explorer l'expérience de visite. Qu'ont fait nos visiteurs ? On les interroge pour savoir ce qu'ils avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement fait au niveau de leur parcours. Vous voyez que, alors là on est sur les données 2021, en temps normal, le château de Versailles est même encore plus plébiscité. Mais vous voyez que finalement, les trianons sont peut-être un petit peu moins attractifs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie
au niveau de la communication, par exemple. On va essayer de mettre à l'honneur ces espaces de façon à les rendre plus visibles et de façon à donner encore plus envie à nos visiteurs de s'y rendre. Sachant que la temporalité de visite au niveau du Grand, du Petit Trianon et du Hameau de la Reine va être totalement différente de celle qu'ils connaîtront au Château de Versailles, avec des espaces qui ont une identité propre et qui, en famille, je pense au Hameau de la Reine avec la ferme, peuvent être un complément idéal à une journée au Château de Versailles. Stratégiquement parlant, on va aussi en tenir compte dans notre grille tarifaire. Voici les tarifs tels qu'ils sont définis. Vous voyez que finalement, quand on prend le billet château, donc qui donne accès au seul château, le visiteur paye 18 €. Pour 2 € de plus seulement, il peut prendre un billet passeport, alors en dehors des journées de Gonzo, mais il peut prendre un billet passeport qui va lui permettre de visiter non seulement le château, mais aussi le Trianon. Il réalise une économie de 10 €. Pourquoi fait-on ça? Pour inciter des visiteurs qui connaissent moins fortement le Trianon à découvrir Versailles dans toutes ses dimensions. Donc la politique tarifaire répond aussi à ces observations que nous faisons d'année en année sur le comportement de visite sur les différents sites qui composent Versailles. Bon, je passe de la même manière, mais vous voyez que donc, la politique de gratuité, on la décline comme dans l'ensemble des sites portés par le ministère, donc avec une gratuité qui est incitative, notamment pour les moins de 26 ans résidant en Union européenne. Bon, une fois qu'on a mesuré tout ça, très bien, il s'agit aussi de communiquer sur ces chiffres. Donc les chiffres clés nous servent à créer des infographies qu'on va diffuser ensuite à notre CODIR, qu'on va diffuser ensuite potentiellement selon les besoins quand on nous fait des demandes ponctuelles. On produit des fiches provenance, c'est-à-dire qu'on va venir isoler les visiteurs d'une nationalité et on va essayer de voir quel est leur profil en particulier. Et on va croiser cette information avec des données extérieures que je vous incite à aller consulter, par exemple, qui sont disponibles via le CRT Île-de-France, qui vont mettre en valeur les différentes provenances en expliquant quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs budgets au niveau d'un séjour, quelles sont leurs attentes, les prérequis pour pouvoir les accueillir. Exemple, mais voilà, que je vous inciterai à aller voir. Slide suivante, le public français. Le public français, quand on lit les données qui sont mises à disposition par le CRT, on voit qu'on a un public assez exigeant, qui va vouloir un bon rapport qualité-prix et qui ne veut pas être traité comme des touristes, qui veut sortir des sentiers battus. Nous, on relaie ce genre d'informations en interne, en plus de nos données d'observatoire des publics. Quand on voit, par exemple, qu'en 2020, on a la cible française qui augmente fortement, on se dit qu'il faut, de fait, des produits qui correspondent aux attentes de cette cible. On va donc créer des produits ou mettre en avant des produits existants. 2 exemples chez nous. L'abonnement, slide suivante, vous allez avoir les quelques chiffres clés. L'abonnement, il est majoritairement destiné à un public qui peut venir et revenir. Donc non seulement un public de Français, mais un public de Franciliens. Ça permet d'avoir un accès en illimité au domaine, mais aussi de bénéficier de visites guidées, alors non seulement à tarif réduit, mais également des visites exclusives, puisqu'on va avoir un programme qui est dédié aux abonnés, avec des cycles de conférences qui permettent d'aller plus loin, et des événements particuliers, par exemple des ouvertures en nocturne. L'abonnement, il est rentabilisé très, très rapidement, parce que vous avez vu sur la slide de politique tarifaire, finalement, par rapport à un passeport, sur un passeport Grand'Eau, par exemple, en 2 billets passeport, vous arrivez sur le tarif d'un abonnement qui vous permet de venir en illimité au château. Et puis, autre produit qui, là, pour le coup, a été créé en 2021, sur la slide suivante. Donc, on garde en tête que pour le public français, on veut un bon rapport qualité-prix et on ne veut pas être traité en touriste. D'où l'idée de créer des packages qui incluent un billet passeport, mais aussi un service à tarif préférentiel.
Donc, par exemple, des menus dans notre restaurant au niveau du parc, des heures de location de vélo ou de barque, et donc qui vont permettre de sortir de l'expérience de visite classique, de la seule visite des grands appartements et de la Galerie des Glaces, pour vivre autre chose et pouvoir mettre en valeur une expérience différente à Versailles, à moindre coût. Alors, ça a été conçu pour s'adresser au public français avant tout, donc bien sûr, tous les visiteurs pouvaient en profiter, et on a vu qu'effectivement, toutes les provenances ont apprécié ces packages, qui vont donc être reconduits là pour la belle saison 2022. Et Caroline, vu qu'il nous reste un peu de temps, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on mette le temps d'échange dans 5-6 minutes et qu'on en profite pour vous écouter sur comment ces données vous permettent d'améliorer l'expérience de visite. Sans problème. De fait, depuis tout à l'heure, je me suis concentrée sur notre public touristique. Mais en réalité, on sait aussi que, notamment sur le public français particulièrement, on va avoir un public un petit peu plus différencié. On va passer à la slide suivante. On va avoir un public, au-delà d'un grand public touristique, qui va se décomposer avec des familles et des publics spécifiques. Le fait de suivre les profils de visiteurs, de suivre la temporalité de venue, de suivre le volume de public accueilli, ça nous permet aussi d'organiser notre stratégie en interne pour avoir donc une offre à destination de tous les publics, donc avoir des visites guidées ou des outils de visite en autonomie, par exemple un jeu de cartes en autonomie pour les familles, des outils d'aide à la visite qui vont être dédiés au public spécifique, puisqu'on va pouvoir objectiver la présence de ces publics sur notre site. Et ça va permettre aussi de mettre en avant l'importance d'avoir des services qui soient dédiés à ces publics au sein de la direction qui s'occupe de la programmation culturelle. Donc là, en l'occurrence, la DDC. On va avoir aussi la possibilité, sur les dispositifs de médiation, d'investir pour, au-delà de la version audio guide classique, développer des versions famille, des versions en langue des signes. On va pouvoir développer des parcours qui vont être proposés gratuitement sur notre application mobile. On va pouvoir, au niveau de la visite guidée, s'assurer que, oui, nous avons une offre de visite guidée qui réponde à notre public de primo-visiteurs, qui veut des visites de découverte classiques, mais qu'on ait aussi une variété de thèmes qui permettent d'intéresser notre public de repeaters, puisqu'on va objectiver leur présence et qu'on va pouvoir suivre leur présence selon les différents trimestres. Je vous ai dit tout à l'heure que les profils de visiteurs variaient d'un trimestre à l'autre. C'est le cas pour notre public de fidèles. Et donc, ça va permettre d'avoir une programmation qui soit la plus adaptée possible à ces profils qui varient dans le temps. Au-delà des données d'observatoire, nous mettons également en place des enquêtes dédiées, donc des enquêtes ad hoc, qu'on va mettre en place un peu à la demande en fonction des besoins des différents services. C'est aussi pour ça qu'on est là. Par exemple, là, on est dans une démarche par rapport à nos visiteurs en visite guidée. C'est notre enquête de l'année 2022. On a déjà fait des enquêtes sur les visiteurs du parc uniquement, qui ne sont pas forcément pris en compte par nos outils de comptage, puisqu'on a aussi un public qui ne vient que pour les espaces extérieurs. Donc, toutes ces enquêtes ad hoc nous permettent d'explorer les profils, les motivations et les besoins de toutes les nationalités. Là, pour illustrer l'intérêt ensuite, exemple, 3 volets d'enquête qui ont été mis en place entre 2015 et 2017 sur la perception que pouvaient avoir les 3 principales nationalités de Versailles. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. On avait constaté qu'au-delà d'être impressionné par le monument, qu'on avait des nationalités qui ne réagissaient pas de la même manière à Versailles, avec notamment des visiteurs américains qui faisaient des liens un peu plus poussés à l'histoire, au symbole de Versailles, au regard de la grande histoire, qui avaient un lien
un peu plus prononcée aux différentes figures de la monarchie, là où les visiteurs chinois étaient plus dans une comparaison. Ils voyaient le luxe et le faste, mais ils étaient attentifs aux différences de cette architecture par rapport à ce qu'ils pouvaient connaître de leur côté. Et on avait interrogé nos visiteurs pour savoir quels étaient les personnages historiques qui liaient à Versailles. Alors, certes, Louis XIV arrivait premier, mais on avait eu la surprise de découvrir que les visiteurs américains associaient plus fortement Marie-Antoinette à Versailles que les visiteurs français. Et au-delà de ça, que les visiteurs chinois, eux, en deuxième position, associaient plutôt Napoléon Ier à Versailles. Donc on avait exploré ça, on a essayé de mettre ça en perspective en échangeant avec des enseignants qui nous ont expliqué que les Chinois s'attachaient plus aux figures de pouvoir, donc Napoléon Ier. Au-delà de cette connaissance, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, par exemple, en boutique, donc slide suivante, il va falloir que les produits reflètent ces différentes perceptions qu'ont nos visiteurs du château de Versailles. Et donc, que chacun puisse y trouver son compte. Que nos visiteurs américains puissent trouver des symboles de cet art de vivre à la française, que nos visiteurs chinois puissent retrouver non seulement les grandes figures que peuvent être Louis XIV, potentiellement Marie-Antoinette quand même, mais aussi des clins d'œil à l'histoire napoléonienne. Donc ça a des conséquences jusque dans des assortiments produits en réalité. Voilà. Oui. Et je pense que je vais du coup... Et on arrive au temps des questions. C'est ça. Donc déjà, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Alors, Edith Lajou vous demande quelles sont les 2 autres nationalités asiatiques qui visitent le château de Versailles, hormis les Chinois. Alors, c'est très classique, le Japon et la Corée du Sud chez nous, avec des tendances qui peuvent varier. Enfin, les Japonais ont un peu reculé quand le contexte ne se prêtait pas vraiment à des voyages, notamment sur la destination France, qui était perçue comme un petit peu plus à risque. Et puis du coup, la Corée du Sud, on a une émergence ces dernières années. On va voir ce que ça donne. C'est des visiteurs qui voyagent un petit peu plus en individuel. Merci. Alice Vessier vous demande si le code postal, la provenance sont également demandés en caisse pour avoir des données de billetterie. Alors, pas en caisse. Le code postal est demandé, je ne l'ai pas détaillé, mais quand on demande la provenance, pour les visiteurs français, on demande également le code postal. On ne demande pas en billetterie, en revanche, en billetterie et en caisse. En revanche, là, je sais qu'il y a eu une enquête au sein des boutiques, alors qui n'est pas passée par nous, mais pour lesquelles on a fait un relevé des provenances qui, de fait, va être mise en perspective des données de l'OPP pour voir si on a des spécificités par rapport au public classique des châteaux de Versailles et de Trianon par rapport au public des seules boutiques. D'accord. Merci. On a une question de Céline Diller à propos de vos jeudis de l'accueil. Est-ce qu'ils sont suivis sur la base du volontariat et qui participe? Alors, ils sont suivis exclusivement sur la base du volontariat. Bien sûr, les encadrants peuvent inciter les agents à s'y inscrire, mais c'est exclusivement sur la base du volontariat et c'est de fait plutôt... Alors, c'est des agents permanents et ce sont plutôt des agents d'accueil-surveillance chez nous qui participent, même si les agents de la direction du développement culturel peuvent aussi s'inscrire. D'accord. Alors, Jordan Bell pose des questions sur les enquêtes que vous faites. Alors, vous nous avez bien parlé des représentations, des différences de nationalité, mais est-ce que vous posez des questions relatives à leurs expériences de visite et sont-elles différentes ou est-ce que les niveaux de satisfaction en sortie de visite peuvent varier? Est-ce que certains sont déçus, contents? Enfin, comment ça se passe? Alors, on a une vingtaine de critères sur la satisfaction, plus la recommandation également. On suit ces items de façon... Je ne suis pas revenue dedans, mais ça fait partie des items qu'on suit très fortement.
on a à la fois une évaluation de l'accueil humain aux différents stades du parcours, mais également des équipements. Et dès qu'on a une variation, je dirais, significative, on essaye de comprendre pourquoi et d'engager ensuite des actions correctrices. Depuis quelques mois, on essaye aussi de suivre les verbatims qui sont laissés spontanément sur des plateformes type TripAdvisor, Google, etc. Je donne mon avis avec service Voilà, public. exactement. Alors, on commence seulement, on commence. Donc, on essaye d'intégrer ça dans un reporting qualité. On commence vraiment, mais notre but est de mettre en perspective les données OPP qui répondent à une grille de critères fixe, de mettre ça en perspective avec les données laissées spontanément par les visiteurs pour voir quelles sont les thématiques qui spontanément les impactent plus fortement, en positif ou en négatif, et qui les impactent suffisamment pour qu'ils choisissent de laisser un verbatim public. Et je rajouterai également que c'est un dispositif sur lequel nous ne pilotons pas, mais nous accueillons. Nous accueillons également des visiteurs mystères du comité régional du tourisme. Et donc, un visiteur mystère se présente chez nous en ayant une grille d'indicateurs très précis qu'il vient mesurer discrètement. Et donc, il vient s'assurer si nous sommes dans les attendus par rapport à des critères qui peuvent être à la fois des postures, mais aussi l'état de certains équipements. Donc ça, de la même manière, on le suit. On a différentes visites dans l'année. Chaque visite est relue en interne et analysée pour voir les points sur lesquels on doit apporter un correctif. Puisque là, ça ne dépend pas de la sensibilité personnelle du visiteur. Dans l'OPP, c'est un jugement qui est finalement subjectif. Les visites mystères sont une analyse objective. Donc, ok. On est dans un attendu ou pas. Bon, on a une question sur les enquêtes Quali et il me semble que vous y avez déjà répondu au travers des représentations, vous en faites. Ça nous arrive. Alors, ça nous arrive. C'est des dispositifs qui demandent beaucoup plus de temps et si on passe par un prestataire externe, qui sont plus coûteux également. Donc, je ne vais pas mentir, nous n'en faisons pas tous les ans. D'accord. Donc, vous répondez aussi à une question sur l'externalisation des enquêtes. Elles sont faites par des prestataires. Et Alice Vessier, donc ça, c'était une question de Marion Stéohan. Et Alice Vessier demandait sur la mise en place d'accords cadres. Est-ce que c'est des monos ou des pluriattributaires ? Alors, une réponse en deux temps. D'une part, donc effectivement, on passe par un prestataire sur l'Observatoire permanent des publics. On est dans le cadre d'un marché mono-attributaire, oui. Après, on a la capacité en interne à administrer des enquêtes en do it yourself, néanmoins. Voilà. Donc, à faire des enquêtes ponctuelles par nos propres moyens. Ah. D'accord. Caroline, on vous entend un petit peu moins. Écoutez, il reste plusieurs questions, mais vu qu'il est 14h et que du coup, comme prévu, et c'est tout à fait normal, le nombre de participants commence à se réduire, je vous propose la chose suivante, c'est qu'on va envoyer dans quelques jours le support de la présentation si le château de Versailles accepte la circulation. Peut-être que dans l'intervalle, je pourrais vous passer les questions qui n'ont pas pu être posées oralement par écrit afin que les réponses puissent accompagner la distribution du support. Est-ce que ça vous convient comme ça, Caroline ? Ça me convient parfaitement. Si on m'entend toujours ? On vous entend très bien, là, pour le coup, c'est revenu. Donc, un très, très grand merci pour votre présentation aussi riche qu'intéressante.
Et on souhaite à tout le monde un très bel été, puisque justement, il n'y aura pas de jeudi de l'expérience usagée au mois de juillet, puisque c'est une période de pointe pour le château de Versailles et que notre public ira le visiter. Donc, on se retrouve le 15 septembre prochain pour une nouvelle édition des jeudis de l'expérience usagée. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci à tous et merci Marcel pour votre accueil. Au revoir. Au revoir.